Dans cet épisode avec Nicolas, j'ai pratiquement pas parlé. C'était pas vraiment une interview parce que c'était tellement intéressant et ça s'est fluidifié. Il y a eu un phénomène de flow assez fort qui s'est produit, que ce soit de son côté ou de mon côté, je pense, euh, dans l'écoute profonde que j'avais encore une fois, d'affirmer les différentes recherches que j'ai pu réaliser, les différentes découvertes et expériences sur la possibilité de remettre du lien entre notre vision du matériel et de l'immatériel, notre vision des différents corps de l'être humain et la difficulté qu'on a aujourd'hui à accéder mentalement à une vision connectée de l'être humain avec le reste de son environnement euh, et jusque à l'univers tout entier. Si vous n'avez jamais et si vous n'êtes pas encore prêt à vous ouvrir à une vision quantique de l'être humain, je vous engage pas, je vous conseille d'écouter ce que Nicolas a à dire parce qu'il peut vraiment vous permettre d'ouvrir à des nouvelles perspectives. Si vous êtes déjà dans cette ouverture-là, allez-y, écoutez et appréciez ce que Nicolas va vous partager. Il est vraiment d'un bagage très matériel, justement physique, avec il nous raconte son expérience de vie qui est euh, assez, assez puissante, très forte en termes de résilience et de cette tension dans le corps qui l'a animé depuis assez jeune et qui lui a permis ensuite de se concentrer pour développer des compétences dans la posturologie, dans la posturologie, dans toutes les pratiques, énormément de pratiques qui vont permettre de rétablir en fait un corps en santé, en harmonie, jusqu'à l'étude aujourd'hui de choses beaucoup plus subtiles euh, dont il explique en fait le lien avec les différents corps, du corps physique au corps au vital, au corps mental, et au corps, on va dire, éthérique, ou encore qui va être beaucoup plus subtil que ça. Et surtout, les liens entre l'électricité, entre l'acupuncture, les méridiens, de la médecine chinoise et les chakras, pour venir nous proposer euh, un lien possible enfin entre les traditions spirituelles et leur vision énergétique de l'anatomie énergétique et la nouvelle science. Donc j'ai hâte de partager ça avec vous et sans plus attendre, je vous laisse découvrir euh, le parcours et la vision de Nicolas. Salut Nicolas, bonjour à toi et merci d'être là pour partager avec nous aujourd'hui. Merci à toi. Alors, pour ceux qui ne te connaissent pas encore, est-ce que tu peux commencer par nous te présenter et partager un peu ce qui t'anime, ta mission de vie en quelques mots et peut-être comment t'en es arrivé là si c'est important pour toi. Oui, ben c'est sûr, le chemin est important. Moi, je crois que le chemin est plus important que la destination, hein. Ouais. As-tu déjà voyagé? Quand on voyage, souvent, on arrive à destination, on fait Ah, c'est ça. Ouais. Mais si tu as pris la chance de faire un road trip, on peut dire, tu as vu des paysages, tu as vu des trucs, tu as rencontré des gens en cours de route, des fois, toute l'histoire se trouve là, puis pas vraiment sur la destination. Donc, ouais, sans rien retirer à ce que je fais, ce que j'ai comme carrière maintenant, je crois que c'est le chemin qui me définit maintenant. La vie avec tous ces clins d'œil et ces embûches et ces drôles de tournants. Alors, bon, j'ai commencé petite enfance, je te dirais, bon, pas très riche, hein, c'est mes souvenirs. Je viens pas d'une famille très, très fortunée. J'ai pas eu la chance non plus avec, je dirais, avec la famille ni avec la santé. Donc, tu sais, quand on dit, bon, j'espère que tu as la santé au moins ou la famille, ben, j'avais absolument rien de rien. Donc, voilà, je suis né un peu dans cette espèce de désert-là, puis j'essaie de devenir une belle fleur maintenant. Du moins un cactus, d'enlever les épines ou de pousser des fleurs. Donc, c'est un peu
maintenant, comment je me définis, c'est quand même drôle. Euh, j'ai eu des problèmes au niveau des pieds quand j'étais jeune. Donc, beaucoup de douleurs au niveau des pieds, des genoux. C'est allé jusqu'au bas de dos. Donc, à 5 ans déjà, je commençais à aller voir des spécialistes, des podiatres qu'on a chez nous, des médecins du pied, pour essayer de corriger mes problèmes que j'avais à cette époque-là. Bon, j'ai été diagnostiqué ensuite. Je faisais plus de sport de 12 ans. À 12 ans, c'est fini. Je n'allais plus faire les cours d'éducation physique à la maison. Donc, j'avais complètement tout arrêté. C'était rendu invivable. Et on n'avait pas de bagnole à la maison. Donc, je marchais tous les jours très longtemps, plusieurs heures pour l'école, aller-retour. Euh, bon, quand je prenais pas l'autobus, mais vu que je manquais beaucoup de cours, au final, je finissais par y aller à pied. Donc, ça l'empirait toujours au niveau des douleurs. Et finalement, à 17 ans, j'ai eu un diagnostic de syndrome fémoro-patellaire. Bon, on apprend plus tard que le mot syndrome, ça veut dire il y a quelque chose, mais on ne sait pas c'est quoi. C'est un peu ça. Un syndrome, c'est ça. Donc, comme syndrome fibromyalgique, on sait que la personne ne va pas bien, mais qu'a-t-elle réellement? On ne sait pas, mais il faut lui donner un nom parce que sinon, le médecin peut se sentir un peu incompétent s'il dit qu'il n'y a rien. Donc, les syndromes, je crois, sont venus pallier à beaucoup de choses. Donc, syndrome fémoro-patellaire, c'est-à-dire, bon, ça fait mal dans le coin du fémur et de la rotule. Donc, voilà, qu'est-ce qu'on fait avec ça? Et là, ça a fini que je me suis retrouvé avec des orthèses, en fait, un peu à la Forrest Gump, au niveau des jambes, donc qui stabilisaient le genou. C'était un genre de composite métallique là, qui allait de la mi-cuisse jusqu'à mi-jambe. Euh, et voilà, avec toujours mes super orthèses magiques. Finalement, ben, écoute, ça devenait très difficile d'avoir du travail pour moi parce qu'ils me voyaient arriver avec mes trucs. Hein, puis tu peux pas te cacher ça, c'est trop gros de toute manière. Puis là, ils me regardaient, bon, ben, on veut pas vraiment une personne avec un handicap. Hein. Maintenant, il y a une espèce de mode, hein, on essaie d'engager les ethnies puis les handicapés pour donner du travail. Il y a beaucoup de trucs avancés là-dedans, mais si on revient dans les années 90, c'était pas vraiment la mode d'engager la personne avec des sous-capacités. C'était plutôt de lui dire écoute, tu vas avoir une compensation salariale et tu vas être infirme toute ta vie. Puis moi, c'est ce qu'on me disait. Donc, évidemment, ça ne fitait pas beaucoup avec mon caractère. Mais là, je me suis réveillé une de ces nuits, je crois, j'avais, je ne sais plus quel âge, peut-être 20 ans, et j'ai mis le pied dessus, elle a brisé dans la nuit. Flac! Et là, je me suis dit, bon, mais je n'ai pas moyen de me repayer ce truc, et c'est peut-être un signe de la vie de ne plus les porter. Donc, je me suis trouvé un métier debout. Je suis devenu disquaire. Donc, j'adorais la musique et j'ai pu aider les gens avec leur cerveau droit à bien choisir le type de musique qui leur convient. Donc, j'ai fait ça pendant un bon petit moment. En même temps, j'ai commencé à construire mon entreprise informatique, donc faire tout simplement le technicien là, à la maison chez les gens. Donc, un métier que je pouvais être assis. C'était à l'époque aussi qu'il y avait beaucoup de gravage, beaucoup de piraterie, des films, télécharger des trucs, de la musique, la bonne vieille époque. Donc, évidemment, je m'occupais de ça aussi, trouver des trucs pour les gens. Donc, voilà, ça me convenait. Finalement, c'est devenu finalement un truc à temps plein. J'ai laissé faire la musique, j'ai continué là-dedans. J'ai réussi à m'acheter une bagnole, passer mon permis de conduire à 21 ans, ce qui est assez vieux, parce qu'on peut avoir notre permis à 16 ans chez nous. Euh, voilà, j'ai commencé à faire beaucoup de routes comme ça. Donc, je retournais, en fait, au lieu de bouger, ben, retourner à un mode de vie un peu plus handicapé, assis. Là, ben, un de ces jours, vers 25 ans, il fallait que j'étais en train de conduire, puis quand je tournais la tête, je commençais à voir noir. Donc là, je me suis dit, bon, qu'est-ce qui se passe encore? C'est pas fini. Ben, qu'est-ce qui se passait? C'est que je crois qu'il y avait tellement de torsion au niveau de ma colonne vertébrale, puis tous ces problèmes-là, que, en fait, quand je tournais la tête, ça comprimait des nerfs, puis que j'avais une petite perte au niveau des fonctions oculaires en même temps. Donc, je voyais plus bien. Et là, je me suis dit, bon, comment que je fais pour continuer à travailler assis, et c'est-à-dire me déplacer chez mes clients et tourner la tête?
Donc, ça allait vraiment pas bien. Ça a été un petit peu un signe de la vie de OK, ben écoute, c'est pas fini cette merde. Donc, qu'est-ce que je fais? Euh, Là, je suis allé me prendre une assurance au privé. Je sais pas si ça t'intéresse tout ça, mais ça fait quand même partie de Si, si, vas-y, vas-y. cette grande histoire de vie parce que je pense qu'on a tous des trucs. Bref, je vais prendre une assurance vie parce que là, je commence à m'inquiéter pour ma propre santé. Ils sont venus me faire des tests à la maison, prise de sang, des trucs comme ça. Puis finalement, j'ai les résultats, puis on dit, on ne peut pas vous assurer, monsieur. Là, je fais, qu'est-ce qui se passe? Ils disent, ben, il y a quelque chose dans votre sang qui fait que, bon, on ne peut pas vous assurer, vous êtes trop à risque. De quoi il y a quelque chose dans mon sang? J'ai le sida, qu'est-ce qui se passe? Fait que, il a dit, ben, on ne peut pas vous le dire au téléphone, il faudrait que le médecin vous parle. Puis là, j'ai commencé un petit peu, ça a commencé à vriller un peu. Là, je me disais, bon, OK, là, j'ai 25 ans, je ne suis plus assurable et je suis un handicapé, je suis considéré comme un invalide. Sauf qu'ils ne veulent pas me donner de subvention. Il n'y a rien qui fait. Donc, là, j'ai commencé à prendre l'argent de mes propres poches pour me payer des soins. Donc, je suis allé en chiropratie 3 fois par semaine et en orthothérapie. Nous, c'est un peu une version, en fait, de la massothérapie avancée, mixée avec du ralignement articulaire et des choses comme ça. Là, c'est un peu là que je suis tombé dans le bain, en fait, à force de me faire soigner. Hein. Je commençais à comprendre mon corps. Mais là, recevoir des soins, là, commencer à apprendre les noms des articulations, le nom des muscles, etc. Puis là, ben, c'est devenu un peu une habitude, hein, parce que 5 fois par semaine, on n'a pas trop le choix on n'a pas trop le choix d'apprendre certains termes. Donc, c'est ce qui s'est passé. Finalement, je commençais à dire, bon, vérifie ma gléno-humérale, vérifie ça, ci, ça. Puis là, ben, mon chiro était là, ça va peut-être aller étudier en chiro, je ne sais pas. Je fais un truc là-dedans. Mon masso, c'était la même chose. Il commençait à trouver ça cool. Là, finalement, je suis allé étudier en massothérapie. Donc, évidemment, pour rentrer à l'université, pour le doctorat en chiropratie, comme à l'école, ben moi, j'étais là peut-être le tiers du temps. Donc, évidemment, j'avais des bonnes notes, mais pas assez pour rentrer faire un doctorat, là, sciences nature, etc. Donc, ça n'a pas fonctionné pour ça. Donc, massothérapie, je suis allé là-dedans. Let's go, j'ai appris, ça a super bien été. J'ai eu des scores de fou parce que, justement, peut-être le fait de l'avoir vécu dans mon corps très longtemps, ça m'a poussé. Donc, j'ai fait ça. J'ai commencé ma rehab en même temps au gym, commencé des petits programmes, c'est-à-dire que avancer, monter sur un bossu, en fait, un demi-ballon, ben, c'était un challenge pour moi en stabilité. Puis juste au niveau de la hanche, ça faisait super mal lever la hanche juste pour monter sur un truc haut comme ça, donc des marches, etc. J'ai commencé à travailler ça, monter dessus avec la jambe gauche 50 fois, ensuite la jambe droite. Après ça, je commençais à le faire de côté. Après ça, je l'ai mis derrière moi, à commencer à travailler ça. Là, finalement, j'ai commencé à rajouter une boîte en dessous pour le surélever, pour faire un peu plus de flexion de la hanche. Puis, commencer à jouer avec ces méthodes-là graduellement. J'ai commencé à incorporer de plus en plus de trucs. Finalement, c'est devenu plus intéressant au gym, là, mais c'est parce que mes thérapeutes, au début, ils me touchaient, puis ils me disaient, tu as des enveloppes de muscles, tu n'as pas de muscles, exemple, dans la chaîne postérieure. J'avais été assis toute ma vie, puis je ne bougeais pas. Donc, c'est quand même drôle. Donc, avec tout ça, finalement, 28 ans, je passe mes examens pour mon diplôme de massothérapeute et j'arrive et commence à avoir des grosses douleurs abdominales. Je sais qu'est-ce qui se passe. C'était peut-être le stress, il y a peut-être de quoi de psychosomatique, fort possible. Grosse douleur. Puis finalement, à chaque fois que je me penchais sur la table pour faire un soin, je venais en sueur, je n'allais vraiment pas bien. J'ai fait, là, il y a quelque chose qui cloche. Là, il commence à y avoir du sang dans mes selles. Là, j'ai fait, oh, petit problème. Donc là, je suis allé à l'hôpital en région parce qu'il me donnait un rendez-vous dans 2 ans et demi à Montréal. Là, j'ai fait, ben, je vais mourir, hein, c'est débile. C'est pas normal. Finalement, j'avais un ami qui habitait à 6 heures de route de là, ouais, très loin, au Saguenay. Donc, finalement, elle m'a trouvé un rendez-vous là-bas. Je suis passé la journée même. On a fait 6 heures de route. Je me suis fait soigner là-bas. Finalement, diagnostic rectocolite hémorragique. Donc, une autre belle maladie auto-immune qui est à vie, en fait, avec plein de symptômes. Donc là, j'ai fait OK. Fait que là, il n'y a pas juste le squelette. Moi, je soupçonne que c'est la même maladie auto-immune inflammatoire, en fait, qui était dans le squelette. Ça faisait comme de la glace qui montait, qui descendait dans mon squelette tout le temps. Puis c'est vraiment inconfortable. Donc, ça s'attaque aussi aux autres tissus dans le corps, en fait. Donc, voilà. Fait que finalement, je suis revenu 6 mois plus tard.
J'ai fait mes examens, j'ai eu mon truc en masso. Donc, j'avais préparé une salle chez moi de traitement. Je me suis acheté une maison en attendant. J'ai commencé à faire mes soins là-dedans. Puis là, ben, c'est là que je suis devenu un peu dingue. Parce que là, je commençais à utiliser des testings que j'avais appris en chiropratie, en fait, au niveau des articulations. Quelques petits tests spéciaux. Là, je commençais à faire des tests articulaires à mes clients en même temps que je les massais. Donc là, ça semble intéressant. Finalement, comment ça s'est passé, c'est que ensuite, j'ai découvert un peu la kiné appliquée et ces choses-là, tous les tests en kinésiologie que vous allez apprendre en France. Donc, médecine chinoise, etc. Je suis allé là-dedans à fond. Posturologie en même temps, parce qu'évidemment, c'était toujours le même problème. J'ai fait mes certifications d'entraîneur aussi en même temps. Pourquoi? Parce que si on relâche un muscle, ben, pourquoi que le muscle est spasmé? C'est toujours ça ma grande question. Un muscle se passe parce que l'articulation, souvent, auquel il est réattaché, n'est pas alignée. Donc, c'est un peu la poule ou l'œuf. Est-ce que c'est l'articulation qui est déplacée et que le muscle passe ou l'articulation se déplace puis le muscle réagit? On ne parlait pas beaucoup du fascia à l'époque, qui est une autre composante, mais le chiro, dans sa mortalité, c'est que tu pousses l'articulation dans sa bonne position, le muscle va relâcher, ça fonctionne. Mais si c'est une commande au niveau du muscle qui est mal comprise par le cerveau, un mécanisme de protection, ben, ça va toujours revenir. Là, je me demandais pourquoi il y avait des trucs qui revenaient. On détend les tissus, puis ça revient. Ou on bouge, on mobilise l'articulation, puis le problème revient. Là, moi, dans ma tête, il y a quelque chose qui ne fonctionne pas. Ça veut dire que si ça revient, on ne s'adresse pas à la source encore une fois. Là, c'est là que j'ai rencontré la posturologie, donc qui prétendait qu'en corrigeant, je dis prétendait parce que chacun croit avoir l'absolue vérité. Puis au fil du temps, on réalise que très peu, il y a beaucoup d'appelés, beaucoup de, comment on appelle ça? Beaucoup de gens sont appelés, mais il y a très peu d'élus. C'est-à-dire que beaucoup, beaucoup de gens vont croire avoir une vérité absolue, mais là, finalement, quand on regarde en pratique en clinique, cette vérité-là n'est peut-être pas si absolue si les problèmes reviennent de tout le monde. Donc, c'est un peu ma grande quête, en fait, toujours par rapport à ça. Hein? Prendre l'information, essayer de la maîtriser, la jumeler avec d'autres, puis après vérifier si ça fait une nouvelle vérité qui tient plus la route, en fait. Je pense que c'est ce qu'on devrait tous faire, mais bon, en tout cas, la plupart d'entre nous font quand même. Là. Bref, posturologie, donc si le cerveau perçoit mal comment il est positionné par rapport à l'environnement, c'est-à-dire avec ses extérocepteurs, donc les yeux, l'oreille interne, la peau, bon, l'ATM peut jouer avec certaines articulations dans le corps, ben, il va y avoir des erreurs qui vont se produire au niveau du cerveau dans sa réaction au niveau du contrôle musculaire pour nous stabiliser. Donc là, j'ai commencé à travailler avec ça, commencé à avoir des résultats intéressants parce que en corrigeant les trucs posturaux en début de consultation, je me retrouvais avec beaucoup moins d'articulation à mobiliser et beaucoup moins de tension musculaire aussi. Donc, ça fonctionnait. Ça, c'était génial. Jusqu'à temps que j'arrive en médecine chinoise, que je réalise qu'il y a des muscles qui sont connectés par des euh, méridiens. En fait, ces autoroutes-là d'énergie dans notre corps qui circulent. Ces méridiens-là, exemple, bon, classique, le grand dorsal, parce que la plupart des gens ont des problèmes au grand dorsal, va être connecté au méridien du pancréas et à l'éminence ténor, le muscle ici qui fait de l'adduction du pouce. Euh, Puis là, je me suis dit, bon, mais génial, on peut faire des points magiques, en fait, des points de pression. On ne peut pas dire acupuncture, parce que légalement, on va se faire taper sur les doigts. Appelons ça des points magiques de tradition chinoise. Donc, en utilisant ces points-là, on pouvait réactiver le muscle. Mais, encore une fois, est-ce le manque d'activation de ces points qui fait que le muscle désactive? Donc là, c'est là que je suis allé pousser un petit peu plus dans le cognitif. Il y a un travail qui a été fait par Dr. Diamond, qui est intéressant, qui est un psychiatre qui, lui, a fait des relations entre les émotions et les méridiens. Là, je suis allé creuser là-dedans, puis j'ai commencé à développer une méthodologie par rapport à ça, puis c'est franchement intéressant. Là, c'est là que ça m'a intéressé de plus en plus à... On a déjà eu cette discussion-là ensemble, mais le corps physique, ensuite on a le corps vital, on a le corps mental, ensuite on parlait du supramental et de félicité, le bliss body. Donc, bref, au fil du temps, j'entraînais les gens, j'essayais de reprogrammer les muscles.
on reprogramme la posture. Là, j'ai commencé à aller travailler avec les voies énergétiques aussi du corps comme ça, le système émotionnel, essayer de voir s'il y avait des fluctuations du corps mental qui allaient affecter le corps vital, qui allaient affecter le corps physique. Donc, plus que c'est allé, moins que je mobilisais. Puis, bon, bonne chose, je suis quand même passé d'un tordeur parce qu'il y a eu un changement au Québec à cette époque-là qu'ils ont pas criminalisé, c'est pas un crime, là, mais légalement, les gens n'avaient plus le droit de faire des mobilisations articulaires. C'est devenu un droit seulement aux médecins, aux physios, aux chiro. Moi, j'en faisais encore certaines, puis ils ont décidé de me prendre comme une espèce de... Comment on pourrait dire ça? Euh, D'être un modèle, en fait, parce que je faisais beaucoup de promotion par rapport à ça. Donc là, ils m'ont passé à la télévision, puis ils ont tout fait pour essayer de dire attention, c'est dangereux, faites pas ça. Puis donc, voilà, faut dénoncer ces personnes-là qui font toujours ça. Là, je regarde ça maintenant, plusieurs années plus tard, ben, les ostéopathes craquent toujours encore, n'ont toujours pas le droit. Tout le monde le fait, mais c'est un peu caché. Mais ça continue. J'ai développé des méthodes, moi, pendant ce temps-là, qui évitent un peu de faire ça. Donc, c'est un peu le parcours, en fait, qui m'a amené à ça. Puis maintenant, ben, c'est un doctorat en médecine intégrative que je suis en train de finir, en fait, qui me permet de mieux comprendre un peu les corps vitaux, en fait, l'énergie, le mental, puis les deux autres corps aussi supérieurs, comme on avait dit, le supramental, puis le félicité, essayer de voir un peu notre connexion à l'univers, parce que plus qu'on recherche dans la molécule, dans la matière, dans ci, ça, j'ai fait mes formations en nutrition, en biochimie aussi, bon, etc., mais on réalise que tous ces systèmes-là s'entrelacent un dans l'autre, mais qu'à la base, nous sommes euh, régis par des lois de mécanique quantique. Puis là, j'essaie de comprendre, est-ce vraiment un os qu'on pousse, ou je pousse dans un champ de résistance de gravité? Est-ce que je relâche vraiment un tissu? Parce qu'en tant que tel, les atomes, il n'y a rien qui fusionne ensemble. Ils s'assemblent, mais ils se tiennent par énergie. Là, j'essaie de comprendre un peu qu'est-ce qu'on fait réellement. Est-ce qu'on est en train de faire de la connerie au final? Puis qu'en fait, un peu comme, je sais pas si tu as quel âge, mais moi, j'avais des télévisions à l'époque qu'on prenait un aimant, puis on le mettait devant la télévision, puis on le détruisait, là, on changeait les couleurs, etc. Donc, est-ce que c'est un peu pareil quand la main du thérapeute, avec une certaine intention, on envoie bon, de l'énergie, notre corps est énergie, là, aussi. On est vraiment comme une batterie puis un alternateur. Puis est-ce qu'on altère les tissus des personnes à un certain niveau quand on utilise un peu plus notre conscience au niveau du plan de traitement? Donc, là, c'est vraiment là-dessus que mon axe de recherche est. Puis c'est un peu la finalité de ce que je vois en ce moment, de ce que je suis dans mon travail aussi. Puis c'est de connecter avec la personne, dans le fait, dans le maximum de niveaux possible, d'utiliser le plus de tentacules possible pour partager un moment avec la personne en clinique, qu'on arrive à connecter puis à modifier, en fait, certains paramètres, certaines limitations, certains trucs qui causent des problèmes dans le corps de la personne, sans avoir à nécessairement y aller toujours de façon mécanique ou biochimique ou énergétique ou peu importe. C'est de regarder quel genre de clé qu'on a besoin. Est-ce qu'on a besoin d'une clé quantique, une clé en chair, en os, un ligament, une clé, un outil, un signal visuel auditif. Donc, voilà. Vive la complexité, vive le corps humain. Merci. Voilà, c'est plus qu'une introduction, c'est tout un chemin et ça, ça m'inspire beaucoup que tu nous aies raconté ton histoire et les difficultés en fait qui t'ont amené à là où tu es aujourd'hui, parce que réaliser les difficultés dans la vie qu'on a eues et trouver le positif, trouver la leçon à chaque fois à l'intérieur de ça, vont être des vertus, vont être un état d'esprit qui va être fondamental pour favoriser le flow, parce que c'est la première étape du cycle du flow, mais aussi dans la vie de toute façon et pour tout le monde. Et si on prend le temps de relativiser ça, si on prend le temps de voir les leçons à l'intérieur de ça et d'être pleinement en accord avec ça, et bien du coup, ça nous permet justement d'employer l'énergie de cette difficulté-là au service de quelque chose de beaucoup plus grand et de réaliser de grandes choses comme tu es en train de le réaliser avec cette nouvelle vision de ce que peut être l'accompagnement à travers les différents plans de l'être humain ou les corps de l'être humain ou les potentiels de l'être humain. On peut les appeler de plein de manières différentes. Mm -hmm. Et
le lien avec le flow, il est très clair pour moi et je voudrais juste insister là-dessus avant de te le laisser et te demander de continuer justement sur cette thématique-là. C'est que le flow va être vraiment notre lien, les sciences du flow vont être notre lien entre la connexion entre la matière et l'immatériel. Mhm. C'est parce que le flow, c'est un espace, c'est un état de conscience où il y a plus, on ne perçoit plus l'espace, le temps, le mental et le corps de la même manière. Mais cet espace-là est difficilement explicable justement par le mental. Mais ce qui est intéressant, c'est il est là pour nous faire prendre conscience que le corps vital, la vitalité, l'énergie, le mental, les émotions, tout ce qui est spirituel ou voilà, ça dépend des noms, mais euh, doivent travailler ensemble pour créer justement ces états de conscience optimaux, comme on va créer un accompagnement optimal grâce à une personne qui va dire ok, bah est-ce qu'aujourd'hui je vais sortir justement la scie pour le côté matériel physique? Est-ce que je vais sortir Mhm. l'aiguille ou le point magique? Est-ce que je vais sortir la bonne question qui va faire prendre conscience à la personne qui va dire attends, mais ça fait 10 ans que je rumine ça et je ne m'étais pas posé cette question? Est-ce que. Voilà. Et Exact. donc, c'est vraiment très, très connecté et l'ouverture en fait à cette coordination de nos potentiels justement va être vraiment fondamentale pour favoriser le flow évidemment le bonheur, le bien-être et partager ça au quotidien. Donc, est-ce que tu peux nous dire un peu plus sur qu'est-ce qui t'a permis de comprendre justement les liens entre ce matériel et cet immatériel à l'intérieur du corps humain? Qu'est-ce qui t'a intrigué? Qu'est-ce qui permettrait aux gens de comprendre, qui écoutent un petit peu plus justement ce lien entre matériel et immatériel, le fait on n'est pas vraiment fait de matière en fait, et peut-être aller jusqu'au quantique justement, ou alors voilà, qu'est-ce que tu as envie de partager par rapport à ça et par rapport du coup à peut-être des techniques que tu proposes aussi? Ouais. Je crois que qu'est-ce qui fait une différence du pourquoi que j'en suis venu à un système aussi complet? Euh, Quand je parle d'un système complet, c'est que ça fait longtemps. Là, moi, ça fait 13 ans que j'utilise des techniques neuroarticulaires. Donc, c'est pas, je ne fais pas partie des nouvelles modes de gens qui rentrent dans la neurofonctionnelle, etc. J'étais déjà là bien avant que les grosses écoles apparaissent avec des différents tests. Même chose, bon, j'ai fait centaines d'écoles dans ma vie facilement. J'ai beaucoup de formations. Et je suis passé au travers de 8000 heures de formation environ en ce moment. J'en ai écrit plusieurs aussi. Donc, j'ai vu beaucoup de choses, beaucoup d'idées. Il y a- bon, j'ai eu beaucoup de pertes de temps. Il y a des écoles, ça m'a juste permis de faire des liens ou d'apprendre que l'eau, c'est un nutriment. Euh, c'est mon clin d'œil, là. Mais c'est par les échecs que j'ai appris le plus, en fait. C'est d'être confronté devant une situation en clinique. Puis j'avais beaucoup de pression en clinique parce que vu que j'amenais des méthodes nouvelles, les gens me référençaient en étant comme va voir lui, c'est un magicien, c'est un dieu. Peu importe l'ego qui peut être perché, mais des fois j'ai entendu de toutes sortes de trucs, puis je suis comme excuse-moi, non, je suis un thérapeute qui essaie d'être qualifié, c'est pas mal tout, là. C'est pas un don ou autre chose, là. Il n'y a rien là-dedans, là, en fait, il n'y a rien de ce que je fais en ce moment qui n'est pas reproductible par quelqu'un d'autre, selon moi. Donc, c'est des méthodes. La seule chose qui est différente, c'est mon parcours de vie qui me permet peut-être de mieux comprendre la personne qui est devant moi, puis aussi l'âge en vieillissant, aussi l'ego qui commence à tranquillement s'en aller, puis s'effacer, puis je laisse beaucoup plus de place aux patients dans ma consultation qu'avant, j'étais un peu comme un directeur, j'arrivais, je te voyais, j'auscultais, entre guillemets, euh, puis j'étais en position d'autorité avec la personne, en position de connaissance, en position de savoir. Puis il est arrivé un changement dans ma vie qui a fait que, au lieu de me mettre en position de savoir et de connaissance, ben, je me suis mis en position d'ignorance. C'est-à-dire, je ne connais pas la personne qui est devant moi. Oui, il y a des chez-moi reproductibles, il y a on a tous des liens communs, des trucs communs, on passe tous par les mêmes réflexes, on passe par plein de choses similaires. Biologiquement, on est semblables, etc. Mais la personne qui est devant moi, c'est un amalgame d'émotions, d'expériences de vie, d'expériences physiques qui est complètement différente. Donc, il faut arrêter de prétendre qu'on peut tout comprendre, puis tout voir, puis tout analyser. Ce n'est pas vrai.
Hein. La science de la vie, hein, la médecine n'est pas capable d'expliquer c'est quoi la vie. Ça, j'aime ça le répéter. On n'a même pas de preuve qu'on est vivant en tant que tel. On sait que oui, il y a une activité qui fait qu'on peut dire que, bon, entre moi et cette table, je suis animé. J'ai une conscience, je suis capable de faire des trucs. Cette table-là, elle a une fonction, elle est là, puis elle ne bouge pas. Mais qu'est-ce qui la distingue, moi, objet vivant, d'un objet non vivant? On n'est pas capable de le dire, en fait, parce qu'on sait que pour la vie, dans les grands livres, la vie, pour qu'elle soit présente, on a besoin de lumière, on a besoin d'eau, on a besoin d'oxygène. Et si je verse un verre d'eau, je souffle sur la table, hein, puis je la mets au soleil, elle ne deviendra pas magiquement en vie. Mais si je défais cette composition-là, en fait, de molécules, en fait, qui composent la table, à des différentes molécules, mais à la base, on va toujours finir avec des protons, des neutrons, des électrons, puis bon, un amalgame de particules comme ça, énergétique. Là, on peut se résumer à atomes, là, mettre ça très, très, très simple, parce que là, il y a une combinaison infinie, là, sinon, là, ça va aller beaucoup trop loin. Si on dit, c'est des atomes, cette table, je suis des atomes, pourquoi que moi, ben, mes atomes en ce moment se sont assemblés d'une certaine forme, que je ne suis pas une table, puis que j'ai une conscience, puis que j'évolue, puis je m'adapte, puis que ma pensée influence ma biologie. On va le voir de plus en plus en psycho-immuno-immunologie, puis euh, psycho-immunologie, bon, c'est bien dit, neuropsycho-immunologie, le vrai terme. Puis que là, qu'est-ce qui se passe qu'on peut influencer nos gènes, on peut influencer l'expression de nos gènes par notre mental, etc. Donc, pourquoi cette table, qui est ma sœur atomique, en fait, pourquoi ne devient-elle pas vivante un bon soir, et on prend une bière ensemble, ou qu'est-ce qui se passe? On ne comprend pas. Donc, autrement dit, toute cette science-là de la vie qui prétend un peu vouloir garder le contrôle sur la vie, la créer, faire des clones, faire des choses comme ça, n'est pas capable de créer une vie à partir de zéro en utilisant des atomes puis l'assemblage qu'on veut. On ne comprend pas ça. Donc, à partir de là, je me suis dit, waouh, c'est fascinant. Puis là, ben, c'est là que plus que je pousse, en fait, on n'a pas le choix d'étudier la mécanique quantique dans mon doctorat pour ça, pour essayer de comprendre un peu comment l'énergie fonctionne, les paliers de conscience, etc. Et l'influence de la conscience au niveau de la guérison. Parce qu'on ne peut pas guérir sans conscience, c'est ce qu'on dit. Mais nous, ce qu'on veut, c'est une machine qu'on met une personne dedans, puis ça élimine ses cellules cancéreuses, puis là, guérit, hein, le milliardaire qui va avoir ça chez lui, puis va pouvoir être jeune éternellement. Mais de notre côté, on dit que sans conscience, on ne guérit pas, parce que qu'est-ce qui nous rend malade? C'est les mauvais référents qu'on a par rapport à certaines situations de la vie. Donc, notre façon de réagir à certains événements, comment qu'on véhicule ces émotions-là dedans de nous, comment ils vont influencer les méridiens, les chakras, etc. Puis qu'eux, ensuite, vont garder l'énergie au niveau des organes au bon temps. Puis les chakras, c'est un peu comment ils vont aider à manifester de l'extérieur, qui vont rentrer dans notre corps physique en sortant par le corps vital, puis manifester l'organe. Donc, un peu, là, maintenant, comment je vois ça, un peu les organes, les méridiens, les chakras, c'est un peu comme les méridiens comme des autoroutes d'énergie dans notre corps qui nous aident à réguler ça, faire le nettoyage. Il y a un moment de gloire de 2 heures, ton méridien, dans la journée, puis un moment qui est à son plus faible. Puis là, il s'alterne comme ça. Il y a tout un cycle, en fait, d'épuration qui va se passer en fonction de différents méridiens, différentes heures. Donc, ça, c'est intéressant, l'horloge des méridiens. Mais les chakras, c'est un peu plus abstrait. Puis les gens qui parlent des chakras, habituellement, soit qui font beaucoup de travail, bon, souvent, ça va être des gens dans le yoga, puis c'est ça, à cause de l'approche ayurvédique qui vient de l'Inde. Ils vont parler beaucoup des chakras, puis de si ça, d'un peu de ce qu'ils font, puis bon, le folklore associé. Mais ensuite, si on leur explique un peu le fonctionnement du chakra, puis comment que ça interagit avec la matière, puis c'est ça. Puis là, c'est là qu'un peu qu'il manquait d'informations par rapport au sujet. Là, on est chanceux. Dans mon école, on a des mentors, des théoriciens quantiques comme Hamid Goswami, qui est bon, indien déjà à la base, qui a étudié la physique quantique, c'est ça son PhD là-dedans, puis qui étudie la médecine chinoise, qui étudie la Ayurveda, etc., puis qui est venu avec des théories vraiment intéressantes sur
comment que ça fonctionne, en fait. Qu'est-ce qu'on sent? Ça serait le mouvement de l'énergie. Puis là, comment je visualise ça maintenant, c'est que j'espère que je réponds toujours dans ta question ou je peux aller trop loin. C'est Ah, dobro. c'est super, OK, c'est OK, parfait. excellent. OK. Donc, puis moi, je suis le premier en passant à qui jugeait les chakras, qui jugeait ces trucs-là, puis que je me disais, waouh, c'est pas. Je suis un gars qui a vécu avec des douleurs dans la structure. Donc, j'ai été voir des gens qui me disaient, ton long fibulaire, ton ci, ça, ta tête fémorale, bon, très mécanique, comment que ça s'assemble, mais c'est pas eux qui m'ont guéri non plus. Là, je me suis intéressé évidemment à tous les autres trucs, la neuro en arrière, parce que si on ne s'occupe pas du cerveau, euh, la structure ira pas mieux parce que la façon qu'on est assemblé en ce moment dans notre corps, il y a une guideline en arrière de ça. Il y a un guide qui nous dit ta structure doit être optimalement positionnée comme ça, avec tel muscle qui retient avec telle force, puis l'autre muscle antagoniste aussi, pour pas qu'il y ait un trop fort, sinon ça se déplace. C'est fascinant tout ce qui se passe. Mais pour ça, on a besoin de plein de messages tout le temps. Puis là, on parle juste au niveau biomec. Là. En biochimie aussi, on a un paquet de glandes qui mesurent qu'est-ce qui rentre, qu'est-ce qui sort, les déchets, comment ça rentre dans le liquide intracellulaire, extracellulaire. Euh, tout est un monde, tout est intéressant. Vraiment, là. Le fascia va partout. Le fascia, j'ai écrit un cours sur la peau de 460 pages, je crois. Le fascia va jusqu'à l'intérieur de la cellule. Savais-tu ça? C'est un truc de malade. Tes cellules sont connectées à ton fascia qui s'en va se connecter à toutes les structures. Ça va dans ton crâne, ça va partout dans ton corps, dans ton squelette, dans tes veines, des systèmes péri partout. C'est malade. Mais ta lymphe aussi fait ça. Donc, pourquoi quand on n'a pas personne d'expert de la lymphe qui vient nous parler de la lymphe, que la lymphe va aller dans tes cellules, va nourrir tes cellules, va nettoyer tes cellules, va aller nourrir tes nerfs, va aller dans ton cerveau, va aller. Chaque chose peut être fascinant, peut sembler la finalité de toute chose, puis la clé absolue de toute chose, mais ça n'en est pas une. En fait, ce qu'il faut, c'est un assemblage de tout ça. Puis ça, malheureusement, ce que je déplore, ce que je vois, c'est qu'on essaie d'éteindre de plus en plus euh, les, les grandes pratiques de ce monde qui sont là depuis des millénaires, hein, parce que la médecine allopathique, là, comme on la connaît, là, avec les médications, etc., là, ça fait 200 ans que ça existe. Là. Pas, même pas 200 ans, ça fait 100 ans quelques. L'homéopathie, ça fait 200 ans déjà, ça fait plus longtemps que c'est là. Mais si on regarde, on n'a rien à voir de médecine traditionnelle chinoise, qu'on parle de 5000 ans, 5000 ans, la Riviera, 5000 ans. C'est des gens qui font de l'écoute de soi, qui utilisent des pauses, qui bougent leur corps dans l'espace, qui regardent comment il se passe dans cet état-là, qui font de l'introspection, de la méditation. Tous ces peuples-là ont fait ça. Ont développé des formes de yoga que c'était de la méditation dans le mouvement. Parce que de la méditation assis en pause du lotus, là, classique, comme tout le monde associe à la méditation, c'est inconfortable, tu vas avoir mal dans les genoux, tu vas avoir mal partout si tu fais ça. Puis quand tu as mal, ton attention retourne dans la douleur parce qu'on est branché à notre cerveau reptilien, le cerveau mammélien, reptilien, on a le néocortex ensuite qui définit vraiment l'humanité. Quand ça va pas bien, tu retournes dans le pas bon. Tu t'en vas te sécuriser. Là, tu vas bouger. Pendant que tu fais ça, tu n'es pas en train d'aller chercher de te connecter à des plus grandes choses. Donc là, les Shaolin ont commencé à développer ces méditations-là avec les arts martiaux, avec le mouvement, qui ont commencé à bouger en même temps, dans des états de concentration super. Ils ont commencé à faire des choses fabuleuses avec leur esprit et leur corps ensemble. Non, les yogis, c'est la même chose. Les yogis font des concours des trucs de douleur, les fakirs, les ci, les ça. C'est des gens qui, dans le mouvement, sont réussis à rester concentrés et rester dans une zone vraiment intéressante. Donc, il y a toujours ce lien-là encore qui revient avec mouvement, conscience, globalité du corps. Si ces gens-là mangent au McDonald's tous les jours, ils ne seront jamais capables avec leur esprit de faire de grandes choses non plus. Pas pendant longtemps, par exemple. Ils ne vont pas faire peut-être à court terme, mais ensuite, ils vont voir que la biochimie va changer. Par le nerf vague, ça va retourner vers le cerveau, ça va renvoyer des merdes là, puis ça prend le contrôle. Hey, on vit avec 110 milliards de bactéries juste dans le système digestif. T'sais, ça, quand ils ont faim, ils nous parlent, puis ils changent nos comportements. C'est un truc de malade. Hein? On est fait de bactéries, de parasites, de fungus, de tout ça. On est une collaboration. Le corps humain, c'est un vaisseau intergalactique, on peut dire, en fait, de toutes sortes de trucs. Puis nous, on pense avec notre petit cerveau qu'on est
ce que je pense en ce moment, premièrement, c'est altéré par plein de choses qu'il y a dedans de toi. Hein? Ton jugement change en fonction de si tu as faim, si tu n'as pas faim, tel type de bactérie pas contente, de plein de choses, en fait, tes neurotransmetteurs, etc. Puis si on se dit que cette petite pensée-là qu'on a avec notre cerveau, là, ben, elle vient de nous, puis tout vient de nous, puis on est dans un ego complètement absolu. Puis ça devient intéressant. Je veux fermer cette parenthèse-là avant de retourner dans les chakras parce qu'il y a tellement de portes avec tout ça, puis également de mauvaise conception de tout ça. C'est que le cerveau, ça a l'air dans l'équation du supramental puis du bliss. Le cerveau est en train de développer sa propre entité au niveau quantique. Là, il est en train d'avoir, le cerveau est tellement fabuleux. Là, je te dis un cue de même. Je ne suis pas capable encore de tout expliquer de façon rationnelle. Peut-être un jour dans un autre podcast, puis là, je vais me rasseoir là-dessus parce que ça fait quand même 2 ans que je n'ai pas assez creusé là, dans ce coin-là. Mais le cerveau produit des ondes cérébrales. Ça, bon, tu sais ça. On produit différentes ondes cérébrales, mais on produit 5 types d'ondes, en fait. Puis, pourquoi qu'on produit ces ondes-là cérébrales? On fait, ah, OK, cool, le cerveau produit des ondes cérébrales. OK, nice. Qu'est-ce qu'on fait avec ça? Là, tout de suite, l'armée, hey, on va utiliser ça. On va faire éliminer des objets. Let's go. On va envoyer des drones. On va attaquer les gens avec ça. Hein, on va sécuriser. On va utiliser ces ondes-là. C'est magnifique. Il y en a d'autres qui se sont dit, ben là, on va pouvoir lire les pensées des gens. Yeah! C'est toujours une façon de manipuler l'esprit humain ou de faire du mal parce que c'est toujours habituellement les militaires qui mettent la main sur ces découvertes-là puis qui veulent les exploiter puis ensuite breveter ou faire de l'argent avec, malheureusement. Mais à la base, pourquoi qu'on envoie des ondes cérébrales? Est-ce que le corps humain produit des choses qui servent à rien? Il n'y a rien qui sert à rien dans la nature. Tout est là pour une raison, un développement qui s'est fait pendant des milliards d'années. Tout sert à quelque chose. Absolument rien qui ne sert à rien. Donc, si je vais avec le concept de j'ai le potentiel d'envoyer des ondes cérébrales, on produit des biophotons aussi, c'est super intéressant. On produit une lumière avec le cerveau de façon exponentielle versus un rang, à peu près 1 million de fois plus que lui. C'est des lumières, des particules. Fait qu'on crée de l'énergie avec notre cerveau. On crée quelque chose, carrément. Là. On recycle une énergie qu'on crée, puis qu'elle s'envoie aussi, parce que là, on communique avec ça. Donc, si on peut envoyer ça, c'est parce qu'il y a quelqu'un qui peut recevoir cette énergie-là. Évidemment, les autres veulent construire des machines, mais à la base, en tant qu'humain, puis qui vit dans la nature avec l'univers, d'après moi, on avait quelque chose de très noble avec ça à utiliser. Donc, communiquer, ça peut être sur une base non verbale, probablement. Hein? Puis on avait beaucoup plus d'instinct aussi avant, parce que là, maintenant, on a de la difficulté avec le silence. Hein? Il y a toujours un bruit. Même si on veut le silence. Des fois, là, on va s'enfuir. Je m'en vais en forêt, au plus loin. Là, tu prépares ton temps, là, tu as tout périodisé tes pauses d'avance sur tes médias sociaux. Tout est fait. Tu n'as pas d'email, tu t'en vas dans le fond du bois, tu arrives là. Tu entends quelqu'un qui coupe les arbres, tu entends un avion, tu entends des voitures qui passent. Ça rend dingue. C'est malade. Mais bref, c'était beaucoup plus silencieux, je crois, à cette époque-là, qu'on envoyait des ondes cérébrales, puis que les gens pouvaient sentir probablement. Si on va dans une époque qui n'avait rien, il n'y avait aucune technologie, que les gens étaient connectés avec ça, puis qu'il n'y avait pas des bruits des villes, je me demande si les gens pouvaient sentir les ondes, pouvaient recevoir des messages beaucoup plus facilement. Là, ça en vient à le supramental. Bon, le supramental, on a parlé du corps vital, mais je pense qu'il faut que je définisse quand même les compartiments avant d'aller plus loin. Puis ça va être mon meilleur podcast sur le sujet, je pense. Parce que là, ça coule assez bien. Ça va bien. Le supramental, c'est notre capacité à recevoir de l'information, aussi d'en envoyer. C'est un peu ce principe-là, mais de le faire de façon, exemple, moi, je suis en clinique, je suis avec la personne qui est devant moi, puis je suis en maîtrise de mes méthodes, tout va bien, je sais où je m'en vais, parce qu'il y a des choses qu'on reproduit, que ça devient un peu acquis, je n'ai pas besoin d'autre chose. Puis la personne est devant moi, puis tout d'un coup, il y a attends, il faut que je fasse ça. Attends, il y a ça, là. Une idée. Ou ça se pourrait-tu qu'il soit arrivé ça, ou blablabla. Un truc comme ça. Ça, c'est le supramental. Quand ça va bien, plus que tu es connecté mental, c'est-à-dire mes pensées, je vais travailler, je suis heureux,
J'adore ce que je fais. Je rencontre une personne, je suis dans l'ouverture avec elle, je suis dans l'échange. Mon mental est complètement là, je suis présent, je suis pas en train de texter en même temps, je suis dans l'intention avec cette personne-là. Mon corps vital, écoute, je travaille avec la personne, je suis en cohérence en ce moment, je fais ce que j'aime. C'est pas là que je vais sentir les gros malaises de vie. Les gros malaises de vie, c'est quand que je vais rentrer à la maison, peut-être avec ma conjointe que ça va pas bien, ou si je reçois un coup de fil, puis ou je vais sur les médias sociaux, me bourrer de merde. Mais pendant que je travaille, puis je fais ce dont je suis fait, j'ai construit ma vie là-dessus, ben, je suis dans une cohérence. Là. Je suis pas en train de vivre mes problèmes de mélodie, mes problèmes de chakra, je suis balancé. Même chose, c'est pas là que j'ai des grosses douleurs physiques quand je travaille non plus, parce que justement, je fais ce que j'aime, je bouge, je suis actif, le temps arrête. Il y a vraiment une bulle magique qui se passe. Dans cette bulle-là, j'ai une cohérence de mes 3 premiers corps. J'aime ça, travailler. J'adore ça. C'est pas un travail pour moi, c'est une passion, c'est une vocation. J'ai passé 6 mois sans le faire. J'ai réussi à me trouver des gens en Bosnie, pas dans leur langue, leur trouver des trucs. Puis j'ai trouvé des traumas émotionnels, j'ai travaillé sur eux. J'ai réussi à avoir un traducteur à un moment donné pour certains trucs plus complexes, mais je l'ai fait de bon cœur parce qu'il n'était pas moyen de me payer non plus. Mais je l'ai fait juste parce que je suis passionné, puis cette personne-là en avait besoin, puis j'étais là. Puis voilà. T'sais. Ça, c'est une vocation. Écrire, faire un podcast aussi, ben, en ce moment, je pense que tu as beaucoup de plaisir, puis tu le fais. Puis, mais, exemple, quelqu'un qui fait du pavé, hein, ben, il n'ira pas arriver chez quelqu'un d'un autre pays, puis à moins qu'il soit vraiment passionné, puis qu'il dise, ben écoute, je vais refaire ton pavé. Puis, ça peut arriver, il y en a, mais il y a moins de chances que ça arrive. T'sais. C'est des métiers plus mécanistes, moins dans la connexion, puis moins dans tous ces corps-là. Bon, c'est ce que je dis, mais je pense que chaque métier est très noble, en fait. Bref, est très utile. Parce que moi, avec les pavés, ça va pas. Bref, les 3 quarts sont là. Puis là, quand on est en connexion comme ça, puis vraiment que tout va parfaitement bien, même si, évidemment, le but, c'est d'être devant la personne puis de trouver ses problèmes, hein, parce que c'est un peu ça. Mais tout va bien parce qu'elle vient te voir pour ça, puis toi, tu as des outils pour la solutionner ou tu espères en avoir. Sinon, ben écoute, tu réfères ou etc. en fonction de ce que tu vois. Mais là, il y a des choses magiques qui apparaissent. Hey, attends, je vais essayer ça. Il y a un truc, il y a comme des trucs qui s'en viennent. Puis ça, c'est le supramental. Puis ça, c'est pas quelque chose que tu peux aller en plein milieu de la rue et faire je veux mon supramental actif. Il faut vraiment que tu sois dans cette zone-là, que tes 3 quarts, ça va très bien. Tu n'es pas en train de te demander, que tu marches dans la rue, on se demande comment que les gens me perçoivent. On a plein de conneries qui se passent dans notre tête. Mais en consultation, je deviens alpha, entre guillemets, dans ce que je fais parce qu'il n'y a pas personne qui va me dire que ce que je fais, c'est pas correct. Il n'y a pas personne qui va me juger pour quoi que ce soit. T'sais. Je suis dans une position que je suis le maître de la pièce dans ce que je fais. Puis je suis connecté à 100%. Donc, on reçoit des messages. Puis je pense que chaque métier, chaque personne qui atteint un certain niveau de compétence, hein, les fameux 10 000 heures de pratique, etc., même si sa méthodologie n'est pas la plus supérieure au monde, ou etc., il va quand même avoir de l'instinct qui va arriver, puis des messages qui peuvent arriver comme ça, qu'il va se dire, ben, c'est sa propre idée, puis c'est correct. Mais j'aime bien me dire que c'est pas toujours mes propres idées. Parce que ça a l'air que cet esprit-là qu'on a en tant qu'humain, on aurait un esprit tout comme les oiseaux qui bougent, les bancs d'oiseaux qui bougent tout ensemble de façon coordonnée. Ils sont pas tous hey Jerry, t'es-tu là? Jerry, hey, you get! Ils sont pas en train de se retourner tout le temps pour voir si l'autre est là. Ils font leur truc, puis ils suivent. Puis il y en a qui sont en avant, là. Ils sont en avant, mais les autres sont en arrière. Ils ne sont pas en train de se demander si les autres font un truc gracieux en même temps. Les changements de direction sont excessivement rapides. Les bancs de poissons, on voit la même chose. Ça, c'est beau. Ça, c'est un sujet de thèse de Dr. Rupert Sheldrake, un British fascinant personnage. Évidemment, bon, les gens ils peuvent dire ce qu'ils veulent, ça s'appelle de la pseudoscience. La pseudoscience, c'est quoi, en fait? C'est une science qui n'est pas encore validée par des machines. Donc, jusqu'à temps que ça soit validé, mais ils ne viendront pas s'excuser, évidemment, les gens. Mais sa thèse, lui, c'est en biologie qu'il étudiait à la base, puis il regardait justement les comportements des insectes. Les comportements acquis. On va dire que dans leur gène, ils font des choses ensemble. Comment ça fonctionne, ce truc-là? Là, c'est là que ça est devenu intéressant avec le champ morphogénique qu'il va appeler, lui, du corps humain, mais que c'est
ces espèces-là, en fait, autant les végétaux, autant qui communiquent ensemble, les réseaux de champignons dans le sol, les comportements de certains animaux, etc. Je ne sais pas jusqu'où il est allé dans sa thèse, là, en fait. Là. Je connais quand même les grandes lignes, c'est tout. Mais il y a des réseaux comme ça partout, de connexions puis de messages qui se véhiculent. Puis ça va, les champignons, c'est hallucinant, c'est sur des kilomètres là, que ça se communique. Là. Tu pèses dans le sol à quelque part, puis le reste de la forêt le sait, puis il y a une réaction, puis c'est toutes des choses qu'on ne sait pas parce que on dirait que les outils de mesure sont comme pas inventés, mais que c'est là, on le voit, il y a des phénomènes qui se passent. Ces phénomènes-là, évidemment, ils vont mener à des pistes d'études. Il va falloir qu'il y ait des gens qui veulent financer ce genre de trucs-là, mais évidemment, s'ils ne voient pas qu'il y a de l'argent à faire au bout de la recherche, c'est pas le premier sur la pile qu'on va prendre habituellement en recherche. On va prendre celui qui nous permet de financer le labo. Puis souvent, ben, les gens des centres de recherche, même s'ils voudraient faire de la recherche sur tous ces sujets-là qui sont fascinants, ben, s'il n'y a rien de payant avec ça, ils ne feront pas nécessairement, à part pour dépenser des fonds. Donc, ça fait partie, je pense, de notre calvaire. Je peux dire que, je ne veux pas dire que je fais de la recherche, je constate des phénomènes, j'essaie de voir sous clinique qu'est-ce qui fonctionne, qu'est-ce qui ne fonctionne pas. Quand j'ai des trucs, des méthodologies qui fonctionnent avec des phénomènes en clinique, c'est reproductible, puis ça revient, ben, selon moi, c'est de la recherche sous clinique qui ensuite on pourrait financer dans une recherche, on va dire une recherche officielle à faire. Donc, j'ai mon projet de thèse par rapport à ça. Moi, ce qui m'intéresse, c'est la manifestation de l'énergie qui vient des chakras, comment on va aller manifester les structures articulaires en arrière, donc l'interaction avec les muscles, etc. Moi, je le fais en clinique tous les jours, ça va super bien. Je l'ai fait tantôt aussi, encore en clinique. Mais on veut, ça va prendre une équipe pour valider ça. Puis là, ben, on en vient à la question de tantôt. À moins que tu veuilles parler entre les deux, mais là, je vais te dire comment un chakra, ça marche. Vas-y, je t'en prie, continue. Ah, OK. Donc, le chakra, en fait, comment je le perçois maintenant? On comprend un petit peu mieux le concept, j'espère, là, pour les gens. Si les méridiens, on a essayé de les valider avec des isotopes radioactifs. Donc, qu'est-ce qu'on a fait? C'est qu'on sait que les méridiens superficiels, donc les méridiens yang, masculins, sont à 0,3 mm dans le fascia superficiel, tandis que les méridiens yin sont à 0,7 mm dans le fascia superficiel aussi. Donc, quand tu rentres en aiguille pour un méridien yin, tu vas aller absolument un petit peu plus creux, méridien yang un petit peu plus superficiel. Certains acupuncteurs qui comprennent les principes d'énergie, l'intention qu'ils peuvent mettre dans l'aiguille va affecter aussi le traitement. Puis ça, j'aime bien, ça, c'est des bons acupuncteurs parce qu'il y a beaucoup de planteurs d'aiguilles. Exemple, un physiothérapeute, je dis un physio parce que c'est le premier nom qui me vient en tête parce qu'ils ont le droit de planter des aiguilles maintenant chez nous au Québec. Tu plantes une aiguille parce que tu veux une réaction avec un point réflexe, mais il ne pensera peut-être pas que son intention, puis tourner l'aiguille d'un certain sens, ça va attirer certains types d'énergie, puis de la tourner dans l'autre sens aussi, parce que dans l'univers, tout est ça, tout est mouvement circulaire. Donc, il y a des influences avec positifs, négatifs, dans plein de choses qu'on fait. Tout tourne, tout tourne. Si tu regardes tous les schémas dans l'univers, c'est un truc circulaire. Il n'y a rien de carré. Pas de retour, c'est circulaire. C'est fascinant. Bref, les galaxies vont se former comme ça, on le voit, on le voit. Aller regarder des trucs, c'est comme ça. Là. Bon, planète ronde, soleil rond, il y en a qui vont dire que la planète est plate. Bon, c'est comme vous voulez. Je suis pas astronome, mais ça semble rond quand je regarde les structures et les photos. Bref, ces mouvements-là, l'intention va affecter parce qu'évidemment, si je produis des ondes cérébrales, j'envoie des informations. Si j'envoie des informations dans le corps de quelqu'un, je l'envoie là, ben lui est fait pour recevoir aussi. Donc, je me dis que si je pense des trucs, pendant que je fais des trucs, j'affecte mon travail. Une autre raison pourquoi quand on fait des traitements, il ne faut pas trop vouloir influencer le résultat. Il faut regarder le résultat de façon super neutre. Puis quand on sait, bon, OK, l'objectif, c'est d'aller là, donc on va pousser l'objectif vers là. Mais il ne faut pas dire, ah non, 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 je sais que tu as un trouble avec ton estomac. Non, ça marche pas comme ça. Mais bref. Donc, ces méridiens-là vont passer dans le fascia. Le fascia rentre dans le corps, mais les méridiens
En tant que tel, on veut les valider dans le monde physique, mais c'est une erreur, hein, comme un peu comme valider l'homéopathie en utilisant des molécules, en mesurant leurs molécules. Ah, il y a de l'eau et du sucre, c'est tout, fait que c'est placebo. Ben non, mais c'est parce que tu as une machine pour mesurer les fréquences, parce qu'on dit que c'est des fréquences énergétiques storées dans les molécules. Donc, est-ce que tu peux utiliser une machine à fréquence, s'il te plaît, au lieu d'une machine qui extrait en fait la biochimie d'une molécule? Est-ce qu'on peut parler du même chose? Donc, c'est beaucoup de choses qui font que, en fait, certaines pratiques ont mauvaise presse, mais les gens ont tout simplement un manque de compréhension des mécanismes en arrière aussi. C'est facile de juger un truc, mais quand tu as la machine, effectivement, oh, il y a des fréquences, c'est vraiment intéressant. Et nous sommes fréquences avant d'être molécules. Donc, on a un super effet là. Bref, maintenant, comment je vois les méridiens? OK, on a un exemple central, on a deux vaisseaux super. On a le vaisseau conception, en fait, qui va partir du pubis qui va aller à la lèvre inférieure, le gouverneur qui va aller de la lèvre supérieure au pubis en arrière, circulaire encore une fois. Puis ensuite, environ à chaque pouce, en fait, on a un autre méridien encore qui va passer, grosso modo, qui va aller dans différentes zones. Donc, ça, c'est intéressant dans certains cas. On peut avoir des douleurs référées. J'ai des personnes qui disent ah, j'ai mal là. Hein? Ça a l'air bizarre, peut-être pas le lien. Là. Je ne veux pas que tu me prennes pour une folle. Mais des fois, j'ai comme un point qui ça picote ici. Puis, attends une minute, là, j'amène vers gris avec les méridiens. Puis je dis, OK, ça se peut-tu que ce soit ce méridien-là? Fait, oh mon Dieu, on dirait la même. C'est intéressant des fois, qu'est-ce qui se passe dans le corps avec ces trucs-là. Maintenant, comment je vois ça, c'est un peu comme une grille d'énergie rentrée dans le corps, mais simple dans le corps, parce qu'elle n'est pas régie par des lois biologiques, elle est régie par des lois énergétiques. C'est un corps vital. Donc, il faut accepter le fait que nous sommes faits d'atomes et que nous sommes régis par des lois énergétiques, pas seulement biochimiques. Mais notre système nerveux est fascinant. Ça, j'ai mon cours sur la peau que j'ai écrit, là, comme j'avais dit, gros cours. Ben, j'ai fait la distinction là-dedans pour les gens parce que les gens, ils veulent toujours voir la peau de façon biologique. Hein? Bon, du collagène aussi, ça. Bon, c'est attaché là, ça devient ligament. L'articulation, en fait, ça va être de l'os, plus de calcium, plus de bombes, différents types de minéraux. Puis là, le tendon, ben, c'est là qu'il y a un peu ton muscle avec l'actine, la myosine, des différentes fibres. Il va commencer à se transformer tranquillement en os. Puis là, c'est comme une jonction osseuse entre le muscle et l'articulation. Puis là, on va toujours voir ça dans ce point de vue moléculaire-là. Mais quand est-ce qu'on parle de... Attends, ils sont où là, tes atomes là-dedans? Là? Et où ton énergie là-dedans? Là? Il y a d'autres choses, en fait, qui est là. Parce que si on prend le microscope et qu'on rapproche, éventuellement, il n'y a plus rien qui se touche. Il n'y a plus rien qui se touche. Donc, comment tu te tiens si rien ne se touche? On revient toujours à cette question-là. Donc, bref, il faut accepter qu'il y a de l'énergie, mais le système, on ne peut pas nier que notre système nerveux est électrique. Hein? Bon, ça va passer, exemple, un courant dans l'axone, le corps du neurone. Ensuite, c'est de la petite synapse. Elle va envoyer de façon biochimique la conversion qu'elle a faite du signal électrique. Puis ça va être réabsorbé et renvoyé encore en électricité. Et toujours, c'est le système le plus rapide. On n'est pas capable de faire des technologies aussi rapides. Au-dessus de 300 km/h, ça circule dans le corps. C'est un truc de malade. Et plus, même jusqu'à 400 km/h, je pense. Certains neurones chéris. Il y a des sauts qui se font hein, avec les nœuds de Ranvier, etc. Je ne vais pas rentrer là-dedans. Mais bref, ce qui est intéressant, c'est si on parle à un électricien du corps, il va faire OK, ouais, je comprends, il y a un courant électrique, un fil, il fait ça. Hop, ben là, attends, il convertit en biochimie. Mais là, faut que tu parles à un chimiste, mais tu expliques la conversion de la chimie-là, qu'est-ce qui se passe, puis il fait OK, ouais, c'est hot. Là, tu parles d'électricité, puis lui, il ne comprend plus rien. Là, tu fais OK, ouais, mais tout ça, là, tu parles d'un physicien, puis tu dis, ouais, mais ton électricité, là, le courant, c'est de l'énergie, oui, ça produit un champ électromagnétique, oui. Toute chose électrique produit un champ électromagnétique. OK. Donc là, on produit des ondes électromagnétiques avec notre système nerveux. Ouais. OK. Donc notre cœur, notre cerveau ont un super champ électromagnétique, puis on se communique par fréquence grâce à ça. C'est un peu ça qu'on réussit à décortiquer. Ouais, OK. Fait que là, tu me dis que tout ce qui est électrique, hein, mes prises, mon téléphone, mes ci, ça, qui produisent un champ électromagnétique précis, en fait, assez précis pour que je te vois sur image, ces ondes-là, fascinantes, qui arrivent de nulle part, ben, ils n'affectent pas ma biologie. Non, c'est complètement pas de trouble. Ta peau va être chaude, là, limite, c'est tout.
Ouais. OK. Top. Même dans le champ qu'on vit. Bref, notre système nerveux est fascinant, mais incompréhensible. Parce que l'acupuncteur n'est pas qualifié en électricité, n'est pas qualifié en biochimie, n'est pas qualifié en physique non plus. Mais tous ces systèmes-là, il faut qu'ils travaillent ensemble. C'est ça qui est magnifique. Ça nous prend des biophysiciens qui observent le système nerveux, comment il fonctionne, puis l'interaction avec le système nerveux de tout le reste qui nous entoure. Puis je ne prétends pas avoir un niveau de biophysicien non plus, là, en passant. Je veux juste dire, d'un point de vue pratique, hein, un mécanicien, ça va sur l'auto. Hein? C'est pas lui qui invente les roues. Chacun a sa tâche, mais il faut quand même qu'il y ait une légère conception de c'est quoi la tâche des autres avant de dire que ça marche pas, ça marche pas, ça marche pas. Bref, avec ces connaissances-là, ensuite, ben là, si on mixe le corps vital, on mixe le biophysicien, ça ne veut pas dire nécessairement qu'il comprend que comment un muscle fonctionne, comment il contracte, comment il décontracte, comment une articulation se déplace. C'est pas un anatomiste non plus, c'est pas un physiologiste, c'est pas. C'est extrêmement complexe. On n'est pas fait pour être compris. Mais bref, ces méridiens-là vont alimenter des muscles, des organes, vont alimenter des systèmes, ils vont partager des racines communes dans la moelle épinière, en fait. Ils vont passer aussi par le cervelet intermédiaire, qu'on va dire, en neurofonctionnel. Donc, on pourrait dire facile parce que les méridiens passent par les bras et les jambes. Puis ça, ben, habituellement, c'est le cervelet intermédiaire qui s'occupe de ça. Mais il y aurait des zones de branchement, en fait, qu'on pourrait avoir d'un peu dans cette matrice-là qui repasse par là. Je pourrais vous amener avec des informations plus claires sur le sujet que je n'ai pas dans ma tête en ce moment. Je ne peux pas tout avoir. Là, le chakra, ben, c'est un peu nos petits outils qui sont, j'aime bien dire, sont plus amicaux, sont plus sociables. Parce que si le méridien est à l'interne, il ne bouge pas. Je n'irai pas prendre un méridien, faire un lasso avec, aller, OK, je vais te parler avec mon méridien du cœur aujourd'hui. Ça ne fonctionne pas comme ça, mais le chakra va fonctionner comme ça, par exemple. Lui, qu'est-ce qu'il va faire? C'est qu'ils vont travailler circulairement, ils vont tourner d'un sens différent chacun, en fait. Chaque chakra tourne d'un sens différent. Ça va à l'autre. Par exemple, un qui tourne à gauche, l'autre, il va tourner à droite. L'autre gauche, droite. C'est intéressant. C'est inversé chez les hommes, chez les femmes. C'est intéressant aussi. Ça, je couche une personne sur une table, je fais un pendule, je le mets au-dessus de son chakra racine, on le voit tourner, on s'en va à l'autre, il change de côté, on s'en va à l'autre, il change de côté tout seul. Puis quand que le chakra est problématique, tu vois le pendule, il va soit freiner, soit il ne bouge pas. C'est vraiment intéressant. Puis ça, je le montre en démo des fois d'un cours. Je ne travaille pas avec un pendule, mais c'est juste pour montrer à quel point c'est intéressant. L'énergie qui sort de notre corps, en fait, ben, c'est de l'énergie qui est à l'extérieur du corps. En fait, elle ne sort pas du corps. Nous, ce qu'on va sentir, c'est le mouvement. Exemple, chakra du cœur. Bon, je t'aime, tu es beau. Voilà, on fait un podcast, je suis heureux. Mon chakra du cœur est bien ouvert, on est dans l'échange, ça va, tu ne me juges pas. Là, je me sens en sécurité. Bon, je vis une belle expérience. Mon chakra du cœur, quand il est ouvert, en fait, ben, je laisse les choses rentrer. Je suis en train de taper mon micro. Je laisse les choses rentrer, ça va en dedans de moi. Puis le chakra du cœur gère aussi l'immunité à cause du thymus qui est juste en arrière. C'est ce qui est intéressant. Le thymus, comment il fonctionne? Ben, il forme l'armée de tueur dans le corps. Quand il y a quelque chose qui rentre à l'intérieur du système immunitaire qui ne fait pas ton bonheur, tu as des réactions agressives, violentes, on tue, on abat, on n'en veut pas. Puis quand ça va bien, il l'accepte, tu fais partie de nous, bienvenue dans la familia. Donc, c'est comme ça. Mais le cœur, c'est pareil. Tu rentres quelqu'un, ça va, il rentre, wow, je suis bien, j'aime ça, c'est cool, j'aimerais ça te revoir, etc. Quand ça ne va pas bien, une personne sort de ta vie. Ah, la douleur, la frustration, la colère, je veux qu'il souffre. On fait complètement l'inverse. On fait comme exactement notre système immunitaire. On veut détruire cette personne-là. On ne veut plus qu'elle soit là. C'est rare que quand on vit ça, cette espèce d'émotion-là, qu'on fait ah, ben je me sens super mal, mais je vais laisser ça comme ça parce que c'est cool de même. C'est rarement comme ça que ça se produit. On veut que ça se produise comme ça, mais pour ça, je pense qu'il faut avoir un peu d'introspection pour voir pourquoi on vit ce genre d'émotion-là, qu'est-ce qui s'est passé, qu'est-ce qu'on aurait pu mieux faire, est-ce qu'on était mal intentionné, est-ce que les ententes étaient claires entre les personnes, bon, plein de choses. Mais bref, juste pour dire que le chakra
il va manifester, en fait, l'énergie qui rentre à l'intérieur. Ce qu'on va sentir, en fait, c'est l'émotion qu'on peut dire qu'on sent, en fait, c'est le mouvement de l'énergie. Ça, c'est selon Amit Goswami. Donc, le chakra du cœur va amener l'énergie quand il est ouvert vers l'intérieur, puis on va sentir ça. Puis quand il va sortir l'énergie, on va sentir encore le mouvement de l'énergie qui quitte. Donc, il y a un vide qui se fait ou un plein qui se fait au niveau du cœur. Il ne faut jamais être dans le tout plein partout. Il faut être balancé dans toute chose. Hein? Pas tout prendre, tout donner. Hein? On sait que ça donne, c'est jamais bon. Mais il faut être prêt à recevoir et prêt à donner. Moi, je pense que j'aime bien dire ça. Il faut être al dente dans la vie. Il faut être chaîne postérieure, il faut être chaîne antérieure, il faut être un peu entre les deux, chaîne latérale. Il faut toujours être balancé. Puis je pense que c'est ça qui est magnifique. Puis je pense que c'est ça que le yoga voulait nous enseigner de façon très simple. Le tai chi, même chose, hein? C'est de tomber dans une position d'équilibre puis de rester quand même balancé en équilibre puis de retourner vers toujours ton centre d'énergie. Même chose dans le yoga. Puis c'est des gens qui faisaient des pratiques d'introspection, puis de comment ça se passe là-dedans. Oui, t'as bien beau mettre des lumières de chakra, puis essayer de sentir comment ça se passe, l'entrejambe, le ventre, mais ça restait de, je respire, puis est-ce que je sens qu'il y a un mouvement qui se passe pas bien? Puis conséquemment, quand ça se passe pas bien, qu'est-ce qui se passe? Ah, je vis de l'anxiété, je vis un stress, j'ai une peur, là, on allait chercher notre corps mental dans ces pratiques-là. On fait Là, il y a un retour à ça, mais je pense que l'explication, en fait, du corps vital, mental, physique, n'est pas assez suffisante en ce moment. Puis c'est vraiment là que je travaille. Parce que moi, en fait, si je trouve, exemple, chakra racine, ben, je vais mettre la personne sur la table, je vais aller tester son articulation sacroiliaque. Exemple, à gauche, c'est faible, il y a un problème. Ah, intéressant. Là, je peux tester les lombaires. L5 en rotation droite. Ah, intéressant. On voit un problème. Après ça, je prends les lunettes rouges qui vont, exemple, avec la couleur correspondante au chakra, je le mets dans le visage. Puis là, je reteste. Le sacrum est replacé. Je teste la vertèbre, replacée. Ah, qu'est-ce qui se passe? Donc là, je renlève les lunettes. Je fais juste montrer à la personne que l'énergie rouge correspond à l'énergie du chakra qui correspond à la structure. Parce que si l'énergie part du chakra, s'en va vers la structure, bien, cette énergie-là, oui, elle va nous faire vivre quelque chose, il va se passer des trucs, mais son but de l'énergie, c'est surtout de manifester de façon convenable. Le champ morphogénétique contient notre blueprint, l'information de toi, tu es venu sur Terre, tu es là, fait que là, on va te garder en un morceau. Parce que tes atomes veulent tout le temps s'en aller. C'est un peu ce champ-là nous permet de rester centrés. Nos atomes ne sont pas en train de constamment foutre le camp. Ils bougent, mais ils vibrent différemment. Puis qu'est-ce qui se passe, c'est que moins qu'ils vibrent bien, c'est-à-dire que plus qu'on est débalancé au niveau des chakras, des méridiens, du corps mental, plus qu'on influence notre relation avec les autres, avec nous-mêmes, plus qu'on est décentré. Puis tranquillement, ben, l'organe, exemple, je peux parler de racine pour moi en ce moment. Rectum, bon, j'ai eu des colites là. Si l'énergie, mon déracinement, que je ne me sentais pas à ma place une part, j'étais pas bien, j'étais dans l'insécurité, ben, probablement qu'au ce niveau-là, ça a été difficile pour mon chakra, s'il veut envoyer de l'énergie, pour manifester correctement, en fait, la matière ensemble, que ce soit un côlon en santé, un bassin en santé, mais j'avais des problèmes de dos, j'avais des problèmes au côlon. Ben, peut-être c'est cette espèce de chakra-là qui ne fonctionnait pas bien à l'époque, puis je ne savais pas, puis qui essayait de manifester correctement, mais en fait, mentalement, j'étais dans l'insécurité, j'ai vécu dans des maisons de fous. Là. Quand j'avais pas d'argent, là, j'ai eu des colocs de toutes les couleurs hein, pour me permettre de survivre. Là. Puis c'était de lancer la vaisselle dans les murs parce qu'il n'y avait pas le goût de la laver. Puis crier, courir après quelqu'un dans la rue, puis d'aller le taper. Puis j'en ai vu des trucs, je me disais, je suis dans un bel environnement épanouissant. Mais c'était pas le cas. Donc, évidemment, j'ai développé probablement ma maladie suite à ça. Mon mental sentait que j'étais pas dans un bon environnement, mais je restais coincé là-dedans. Mon corps vital commençait ça allait pas bien. Puis justement, si je gère les interactions sociales, l'être devant moi et l'autre, qu'est-ce que je recevais comme énergie? C'était pas top non plus. Ce que je renvoyais, ça devait pas être top non plus, éventuellement, parce que je renvoie que de la peur puis que de la mauvaise énergie. Puis cette énergie-là, ensuite, elle devient désordonnée. Elle ne tourne plus dans le bon sens. Donc, elle a de la difficulté à faire un peu cet effet-là de toupie qui va aller ramener ces mouvements-là atomiques qui vont aller finaliser, puis s'assembler ensemble, créer ces molécules-là, créer ces tissus-là, créer ces organes-là de façon structurée, propre et conséquente.
Fait que là, qu'est-ce qui se passe? C'est que moins que ça bouge bien, plus que la manifestation dans le monde physique, on va appeler ça l'intrication quantique, elle se passe pas bien, ben là, l'organe commence à avoir des molécules moins bien assemblées. Donc là, il peut commencer à avoir des petits vaisseaux qui éclatent, des petits sangs qui apparaissent, l'articulation qui se positionne mal, un muscle qui commence à désactiver, etc. Donc, c'est quand même fascinant. Fait que là, maintenant, comment je travaille, c'est avec les pensées derrière ça, le corps mental. Qu'est-ce qui se passe ici qui va jouer sur le corps vital, qui va jouer ensuite sur le corps physique? Je vais utiliser les lunettes en support là-dedans parce que je sais que cette couleur-là, c'est la fréquence. On peut travailler avec le son correspondant à la fréquence rouge, tout dépendant si la personne a un problème ou non. Mais il y a plusieurs portes d'entrée pour y aller. Mais le but, c'est de travailler, par exemple, en conscience avec le corps mental. C'est quoi la perception que la personne a de son événement? Exemple, je fais un scan, je vois qu'il y a un chakra racine problématique, puis je tombe sur la phrase je suis stable, fort et en santé. Puis, la personne, ça devient faible. Je suis stable, je suis fort, je suis en santé, là, ça devient faible. Là, j'ai décortiqué pour aller chercher l'émotion précise. Bon, ben, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi tu te sens pas en santé? Pourquoi tu penses que ton corps réagit comme ça quand tu dis ça? La personne, ça monte au niveau de la conscience. Donc, c'est non invasif. Je suis pas en train de dire, hey, t'es peut-être pas en santé, toi, laisse-moi checker. C'est pas pareil. C'est la personne, excusez, j'ai sorti mon québécois, mais la personne, elle prend conscience. Ouais, je suis devenu faible quand je l'ai dit, c'est bizarre. Fait que là, elle prend conscience du truc. Fait que là, après ça, pendant ce temps-là, je vais shiner le chakra, comme on peut dire. Bon, réinfluencer le bon sens énergétique après l'avoir testé. Elle va travailler avec la couleur. Là, ben, je la fais réfléchir un peu à la situation qu'elle parle, en fait, dans le non-jugement. Ça, je garde ça vraiment en fin de consultation. Si ça sort, parce que là, elle a vu mon expertise tout au long de la consultation en neurologie, en thérapie. Elle a vu plein de trucs, donc elle me fait confiance puis qu'elle voit que, bon, je suis pas un charlatan bizarre. Moi aussi, en fait, ça m'aide parce que je commencerais avec ça, la séance. Probablement que la personne ferait comme, il me semble que ça commence dur un peu émotionnellement, il ne serait pas à l'aise avec ça. Donc, bref, je fais le travail, je suis porté par la couleur, je suis porté, là c'est en pleine conscience que ça se passe, puis là, elle commence à voir les trucs. Là, moi, j'écoute, tant qu'il y a de l'information. Ensuite, ben, je vais essayer de voir, OK, mais qu'est-ce qu'on pourrait faire de différent? Puis ça, c'est difficile pour elle penser à une situation différente parce qu'elle l'aurait probablement fait, ça voudrait. Fait que là, c'est d'aller chercher des outils un peu dans mon propre coffre à outils personnel, de la guider vers OK, ben là, ouais, ben là, je suis pas en santé. OK, mais qu'est-ce que tu peux faire pour ça? Souvent, les gens ont des réponses. Ouais, ben là, il manque de temps, si ça. OK, bon, qu'est-ce que tu fais de tes journées? Là, c'est d'aller fouiner puis d'aller vérifier finalement qu'elle a un 10 heures de libre par semaine, qu'elle préfère jouer à un jeu en ligne qui sert absolument à rien. Puis, bon, un truc comme ça, en fait. Puis on trouve une solution, puis la personne, mais absolument, sent vraiment mieux parce qu'il y a du concret. J'essaie de travailler avec une date. Bon, dans combien de temps tu commences? Des fois, c'est un changement de carrière. Des fois, c'est des trucs vraiment gros. Là. Puis là, ben, je donne une date. Je te rappelle on choisit une date. OK, bien avec ça. Parfait, pas d'excuse. OK, je te rappelle dans un mois. Et là, ah ouais, tu vas me rappeler? Ouais, ouais. Fait que là, la personne, quand elle a des comptes à rendre à quelqu'un, là, ça la stresse encore plus, puis elle sait qu'elle ne peut pas procrastiner puis reporter ça dans l'univers. Bref, ça, c'est un peu les grandes lignes du comment le corps vital m'intéresse au niveau de la manifestation d'un corps physique, mais tout part du mental. Cette onde cérébrale-là, qu'on sait qu'elle est là. Comment, de façon très claire, définie, elle va descendre, recirculer, créer un problème. Je n'ai pas encore le lien parfait, mais je sais que le mental, il est fusionné avec ton corps. On a toute la psychosomatique par rapport à ça. On vit un mal-être. Puis qu'est-ce qui fait qu'on vit des choses? C'est pas l'organe qui a sa capacité, c'est de produire de l'amour, le cœur. C'est pas ça. Ce qu'on sent, c'est le chakra du cœur qui bouge, puis ça nous fait ce mouvement-là nous apporte ce truc-là que nos cellules vont réagir, il va se passer un truc. On réagit à l'énergie qui bouge, en fait. Donc, c'est un peu, voilà, ma conception du truc, ça évolue toujours, en fait. Puis j'ai hâte ce doctorat-là, en fait, m'a aidé à verbaliser un peu ces trucs-là, des choses que je faisais en clinique. En fait, ça ne m'a pas apporté zéro technique de plus, zéro. Mais ça m'a permis de vraiment mieux visualiser ce concept-là. Puis ça va me permettre d'avoir une méthodologie, en fait, pour la rédaction de la thèse, pour montrer que ce que je dis, ça fonctionne de façon officielle. Parce que moi, en clinique, je le fais, mes étudiants le font, tout le monde est super content, on change vraiment des vies. Mais les gens
tant que c'est pas écrit dans un livre, à quelque part, ils pensent que ça n'existe pas. Les gens ont besoin que, très souvent, que les phénomènes soient résolus pour y croire. Mais tu sais, moi, je vois pas l'air que le respect. Et là, puis ça fonctionne. De l'autre côté, là, on n'a pas besoin de tout voir. Je n'ai pas besoin de voir le Wi-Fi du ciel pour voir qu'il s'alimente mon téléphone. T'sais, on fait confiance à des choses. On devrait faire confiance à beaucoup plus de choses dans notre propre corps. On est malheureux. Très, très, très bien fait. Donc, c'est ça. C'était ma perle sur le sujet. Merci. Euh, Merci infiniment. C'est très très riche et vous pourrez réécouter, je pense, plusieurs fois pour vous inspirer de tout ce que tu viens de partager. C'est euh, c'est l'avenir de ce qui a été transmis depuis des milliers d'années, justement sur la cohérence des différentes dimensions de l'être humain, on va dire. Et merci de nous apporter une vision qui nous permet de reconnecter justement à tout ce qui est énergétique ou immatériel et mental, et qui va nous permettre de retrouver juste l'équilibre et l'harmonie, comme tu disais, de l'être humain avec la nature, et éventuellement de nous guérir et de guérir la planète également. Je pense que c'est ça, de toute façon, le point clé. Et donc, merci beaucoup. Ouais. Merci à toi. Ce que tu viens de dire quelque chose de super important, de guérir la planète, de guérir les autres. Puis je pense vraiment, je pense que c'est dans ma quête que je réalise que, écoute, on vit tous nos merdes. On est tous connectés ensemble. Puis l'image du banc de poissons, du banc d'oiseaux est très forte pour moi en ce moment. Puis je réalise qu'on est peut-être les 8 milliards sur la planète, en fait, ensemble, qui cherchent, qui fourmillent un peu partout, qu'on est déconnectés, qu'on devrait être ensemble peut-être, à quelque part, tous ensemble, au lieu. Puis ça serait, puis regarder dans la même direction, faire un truc, je sais pas comment ça va se passer. On dit que les choses évoluent, les consciences évoluent, puis que, bon, les êtres évoluent. Puis, il y en a qui vont parler du passage dans la 5D, puis ces choses-là. Puis c'est pas des sujets que je veux aborder nécessairement. Mais je pense, la chose que je peux dire vrai là-dedans, c'est que tout atome qui est connecté avec un autre atome, ça a été prouvé en physique quantique, reste connecté à jamais ensemble. Peu importe son où dans l'univers. Plus vite la vitesse de la lumière. C'est un truc de malade. Donc, on a tous été connectés, on a tous été à la même base, les premiers humains ensemble. On fait partie, cette biologie-là, elle a évolué, elle continue à évoluer partout sur Terre. Puis il y a des choses en euros, je me rappelle, j'apprenais des trucs avec le rein interne, la cadence, le rythme. Donc, les jeux de marelle, des choses comme ça. Puis ils ont trouvé des trucs en Océanie avec des gens qui n'avaient jamais été en contact avec d'autres hommes. Puis après ça, en Europe, puis d'autres peuples qui ont fait Hey, ils ont des jeux de marelle, comment ça? Qu'est-ce qui se passe? Il y a des choses primaires comme ça qui se passent. Il y en a plein, là, des trucs comme ça. Là, la construction des pyramides, des grosses choses que des gens connectés qu'on fait ensemble. Puis je pense que ça, c'est du supramental. C'est justement, il y a quelqu'un qui a pensé, puis on peut se partager cette information-là ensemble. On a probablement un gros cloud, là, pas juste Apple qui en a un. Là. Nous autres aussi, on a un gros cloud, en fait, que probablement on se connecte, puis on peut envoyer des messages. Puis il y a peut-être qu'on peut même rentrer dans cette catégorie-là, les voyants. Les gens qui connectent avec des défunts, avec toutes sortes de gens. Le FBI sont servis plein de gens comme ça qui fait des boussoles. Puis ça, c'est référencé. Là. Il y a plein d'études là-dessus qui ont été faites, ces gens-là, puis ça existe. Là. C'est fascinant. Donc, il y a un accès plus facile à leur supramental parce que probablement, c'est des passionnés. Ils ont assumé que c'est différent ce qu'ils font, puis ils sont pleinement assumés là aussi, là, parce que ça vient avec le jugement, probablement. Ma tante Gisèle, là, qui voit les esprits. Là. Bon. Mais probablement qu'il y a des gens qui ont accès à cette grande toile-là, puis je pense qu'on contribue tous, puis le but, c'est de mettre des choses positives dedans, des choses évolutives, des choses qui, pas dans l'ego, pas faire ça, ce genre de truc-là, dans l'ego, c'est toujours de le faire dans l'amour, puis dans l'espoir que tous ensemble, on s'écarte de la maladie de plus en plus, qu'on se responsabilise aussi. Parce que le système en ce moment, là, cette boîte-là, le pharma et compagnie, font absolument tout pour nous dire que, hey, tu n'as pas de diagnostic, prends cette pilule, tu n'as pas le droit de faire autre chose, tu passes par le médecin, puis il n'occupe pas de toi. La naturopathie, c'est criminel, l'herboristerie, c'est tous ces gens-là, c'est des dangereux. Il y a quelqu'un qui est mort en mangeant une plante une fois. OK, mais alors, est-ce qu'on va parler des centaines de milliers de morts chaque année, d'erreurs médicales, puis de morts de prescription, puis de... Non, ben non, ben c'est ça. C'est un truc de malade. Donc,
on faut rester dans ce côté-là, qu'on se connecte avec ça, aller chercher. Il y a peut-être des informations qu'on peut aller chercher, mais avant de vouloir chercher de l'information là-dedans, comme un gars qui va être au-dessus un peu de tout, ben, connecte-toi à toi-même. Tu as déjà une tonne d'informations devant toi. Juste respirer, t'asseoir, comme tu dis, chercher ton propre flow. Probablement que tu dis un truc comme ça. Avant de vouloir te connecter à l'univers, connecte avec toi-même. Regarde comment ça se passe. Respire. Es-tu en cohérence? Fais-tu ce que tu aimes? Est-ce que tu as quelque chose qui te valorise? Hein? Ta pyramide de Maslow, là, tes besoins primaires. Es-tu dans toi-même centré avant de vouloir centrer le monde puis te connecter à tout? Puis après, quand tu vas être toi-même, tu vas être ta place dans la vie, assumer, puis tu ne jugeras pas les autres, puis tu vas être ou moins possible, en fait. Tu vas être beaucoup plus facile de te connecter avec les autres personnes. Puis les gens vont sentir que tu es là pour le bien. Puis moi, ça a été super transformatif les 7 derniers mois de ma vie. Je suis parti tout seul au Monténégro 3 mois. Tout le monde me dit, va pas là, c'est dangereux. À Qatar en plus, tous des tueurs. Puis j'ai eu gros plaisir à apprendre sabot-crossien, à parler regarde, écoute, mais je suis arrivé là moi-même, intègre, avec mes chemises fleuries, habillé en genre de vacancier. Il me regardait, il riait de moi un peu au début. Puis finalement, c'est devenu des super bons amis partout. Après, j'ai passé en Bosnie 2 mois et demi. Après, je suis allé en Turquie. Écoute, j'ai connecté avec des gens, des étrangers différents du monde, des musulmans, des ça, d'autres ethnies, des gens qui n'étaient pas du tout habitués. Moi, avec mes tatous, puis bon, un gros gars, j'avais avec des gens voilés partout autour de moi. Puis finalement, j'ai senti moins de jugement que j'en ai en me baladant chez moi au Québec, tu comprends? Dans, dans mes origines, je me dis, qu'est-ce qui se passe? D'où c'est que ça vient, toutes ces conneries-là? Puis est-ce que les gens, finalement, n'ont pas plus une réponse de peur face à l'inconnu parce qu'ils ne se connaissent pas eux-mêmes, en fait? Puis ils n'ont pas le goût d'observer ailleurs. Ils ne se donnent pas la peine de s'écouter puis à regarder qu'est-ce qu'on demande d'eux. Je pense que cette thérapie-là, moi je le fais comme en urgence parce que là, la personne devant toi, puis elle souffre. Mais en fait, ça devrait juste faire partie de mode de vie. Puis encore là, je n'invente rien. C'est exactement ce qu'ils faisaient en médecine chinoise puis en Ayurveda depuis toujours. Puis que là, on est en train de dire, ben non, il est temps de mettre des pilules, boire du lait de vache pilulé, c'est pas bien. Et bon, on va toujours démoniser, en fait, les trucs qui se passent mal. Il y a peut-être des croyances là-dedans qui sont dues pour mettre à jour, mais ça reste que la fondation même de ça est super noble. Puis j'espère amener un peu plus de ça dans la neurologie. La neurologie m'a apporté énormément. J'ai apporté beaucoup aussi à la neurologie. Mais mes écoles en ce moment, c'est soit neurologie, soit thérapie manuelle, soit biochimie. Il y a très peu qui mixent tout ça ensemble. Il y en a qui le font, mais après ça, quand on parle du corps vital, puis des énergies-là, puis du cognitif, les gens ne se mélangent pas parce qu'ils ont je ne sais pas, soit qu'ils ont peur ou soit qu'ils n'ont pas fait les liens. Donc, je pense que ce que je peux dire, je suis content, c'est d'avoir fait ces liens-là officiellement, puis de pouvoir ramener la neuro avec l'énergétique. Ouais. Est-ce que tu peux nous dire pour terminer justement, qu'est-ce que tu proposes et comment les gens peuvent trouver ce que tu proposes alors en consultation, c'est pas facile et accessible pour tout le monde, mais peut-être en ligne, etc. Oui, ben en fait, moi c'est surtout ce qui m'intéresse particulièrement, c'est le domaine de la formation en ce moment. Je veux plus être la seule humain sur Terre qui travaille comme ça. Il faut absolument qu'il y ait plus de gens qui utilisent ces méthodes-là. Donc, on a ouvert un nouveau site, Academia Neura, neura.com. Donc, nos formations sont là-dessus, évidemment. On peut nous parler sur nos pages. En fait, on est sur pas mal toutes les plateformes de médias sociaux possibles. Neura Official sur Instagram, on est sur Facebook, YouTube, partout. Donc, ça me fait plaisir de discuter avec vous. Puis voilà. Ben, pour la consultation, vous pouvez m'écrire aussi en privé. J'ai ma page personnelle sur Facebook de thérapeute, en fait, Nicolas Desjardins, thérapeute. Donc, c'est le vulgarisateur du corps humain. On a essayé de faire une petite bannière avec ça, de rendre ça intéressant. Mais c'est Nicolas Desjardins. Bref, avec ça, ça peut arriver que je puisse placer les gens dans mes trajets, mais c'est difficile pour moi de faire des suivis parce que je suis constamment en déplacement. Je risque d'être plus souvent en Suisse, là, évidemment, parce qu'on ouvre une entreprise ici, mais voilà. Super, bah merci beaucoup. De toute façon, vous pourrez retrouver toutes les informations et les liens pour aller à la rencontre de Nicolas et son travail dans la description de cet épisode. Merci encore Nicolas et je pense que sans aucun doute on pourra refaire l'expérience parce qu'il y a encore beaucoup de choses à dire et beaucoup de Ouais. choses à partager. Merci Nicolas. Excellent, gros, merci.
les pratiques et renforcer votre système de flow pour générer motivation, sagesse et créativité au quotidien. Un épisode vous a particulièrement inspiré ? Retrouvez la pratique dans un micro-programme inspiré du mode de vie des personnages du podcast. C'est le programme Inspiration. Alors n'hésitez pas, allez voir et vous pourrez mettre en place ce programme pour vous avec quelques audios, un programme quotidien et des notions clés qui vous permettront de vous inspirer et surtout de mettre en application les techniques de ces personnages inspirants. Et n'oubliez pas que vous pouvez laisser un commentaire et valoriser ce podcast, le partager et faire qu'on va rayonner ensemble encore plus le flow.